prononcer le grand oral. Je ne sais pas, non, mais je ne sais pas si je serais acceptée à l'école de hautes études de quelque chose ou pas. Moi, je commencerai par dire que pour moi, la mondialisation, ça ne veut rien dire, sauf si on y accole un adjectif qualificatif comme néolibéral. Moi, je parle ou de la mondialisation financière ou la mondialisation néolibérale. J'aimerais bien vous citer aussi un industriel à qui on posait la question, monsieur, pour vous, qu'est-ce que la mondialisation? Et cet homme d'affaires éminent a répondu, la mondialisation, c'est la liberté pour mon groupe d'investir ce qu'il veut, où il veut, quand il veut, et d'être libre en se faisant de tous les obstacles venant soit de la législation sur le travail, soit de la législation environnementale. Et on voit bien que cette mondialisation-là, ça n'est pas la même chose que l'Empire britannique, ou que le fait, enfin, la mondialisation avant Jésus-Christ, quand la soie chinoise arrivait à Rome. Je ne dis pas que les Romains savaient d'où venait la soie, mais c'était déjà mondialisé. Les gens échangent. Ils ont fait de ça depuis le néolithique. Donc, le monde change et nos méthodes avec, mais ça n'est pas un phénomène nouveau. Maintenant, quand je mettrai ta première question en dernier, parce que c'est vraiment comment sortir de la crise multiple. Parce que nous sommes effectivement dans une crise qui est à la fois financière, sociale, d'inégalité, d'écologie, etc. Excusez-moi, je cherche les petites pilules pour m'empêcher de tousser pendant que j'essaie d'exprimer. Voilà. Et puis, je commencerai par dire, nous sommes gouvernés aujourd'hui par la finance. Et la finance, c'est la partie la plus grave de cette crise de la mondialisation parce que elle régit tout le reste. Et l'environnement, malheureusement, si on prend des cercles de pouvoir, la finance est certainement le premier cercle le plus puissant. Ensuite, l'économie réelle, mais qui est devenue de plus en plus petite alors que la finance est en expansion constante. Et beaucoup plus depuis la première partie de la crise qu'avant, que la société est gouvernée par les deux et que enfin vient l'écologie. C'est la partie la moins importante, la moins considérée par les politiques et c'est le plus grave pour l'avenir de l'humanité, rien que ça. C'est ce qui me fait mal dormir parce que moi je ne verrai pas les vrais résultats, et on a à peine commencé à les mesurer, mais comme beaucoup de gens, j'ai des enfants, des petits-enfants, et je suis très inquiète pour l'avenir de la planète. Mais pour moi, je te dirais tout de suite la solution, comment en sortir, je ne donne pas la feuille de route, mais c'est d'inverser l'ordre de ces cercles de pouvoir, c'est-à-dire que l'écologie devrait être en premier, parce que tout le monde doit reconnaître les lois de la chimie, de la physique, de la biologie. On ne peut pas aller contre les lois naturelles et si on essaie de le faire, on est fichu, on perd toujours dans une guerre contre la nature. Alors écologie d'abord, reconnaître les limites de la planète, ensuite la société, organiser-la démocratiquement, ce qui est de moins en moins le cas. Je trouve qu'il y a une crise démocratique gravissime et en particulier en Europe, où on limite tous les jours un peu plus notre démocratie à tel rythme que l'on n'arrive pas à être à jour sur les nouvelles atteintes contre nos libertés et nos capacités de gérer l'avenir. Alors la société est en deuxième cercle de pouvoir, organisée démocratiquement pour que les gens puissent responsablement choisir leur avenir. Ensuite l'économie réelle, qui est la vraie source du travail, c'est là où les gens ont leur existence économique, et enfin la finance uniquement comme servante de l'économie réelle. Et ces différents éléments peuvent être mis ensemble parce que, par exemple, le changement écologique, c'est la
transition écologique qui est le vrai vivier d'emploi. Si on veut garantir les emplois de l'avenir, c'est vraiment en faisant la transition écologique vers une société différente. Mais alors, l'explosion des inégalités, que tu avais l'air, je ne dirais pas d'excuser, mais tu disais, mais il y a les BRIC, il y a le Brésil, l'Inde, la Chine et les autres pays émergents. Quelles sont les perspectives pour eux? Je dirais exactement les mêmes. Il faudrait que l'Occident accepte sa responsabilité historique avec la révolution industrielle. Ces pays ont raison de dire que nous avons commencé, que nous avons émis beaucoup plus de CO2 et d'autres gaz à effet de serre et que c'est leur tour. Mais en refusant de reconnaître cela, l'Occident donne un blanc-seing aux pays émergents pour polluer autant qu'ils veulent. Et donc, on court à la catastrophe ensemble, avec deux paires de chevaux, avec deux chars, mais on court unanimement à la catastrophe. Donc, je pense que c'est à l'Occident de commencer politiquement, mais après les faillites de Copenhague, de Cancun et de Durban, comme conférence des Nations Unies sur le réchauffement climatique, je suis très, très peu optimiste. Et puis je passerai, je ne sais pas où j'en suis pour le temps, mais je passerai à la troisième question en expliquant simplement que, comme j'ai été l'autre soir interrogé à la télévision sur cette question des chocs des civilisations, de ce film, etc., j'ai un peu regardé la presse américaine, j'ai essayé de comprendre ce que c'était que ce film, mais je peux vous dire que c'est un fait tellement minoritaire, tellement le fait de quelques fous, de quelques fondamentalistes, mais plus que des fondamentalistes obsédés par l'islam, un type qui est ancienne marine, qui est vétéran de la guerre du Vietnam, qui après le 11 septembre a décidé que sa mission dans l'existence était de recenser tous les musulmans jeunes, masculins de son coin, c'est-à-dire le comté de Los Angeles et un peu au-delà, pour les ficher, parce que pour lui, ce sont tous des violents en puissance. Enfin, je veux dire, ce type est assez malade. Il a décidé de consacrer sa vie à ça. Et le film, alors notez bien que lui a aidé le type qui a fait le film. Notez bien que ça s'appelait déjà, au début, ça s'appelait L'innocence de Bin Laden, et ensuite L'innocence des musulmans. Pourquoi l'innocence? Parce que son but était d'aller, et il a été faire de la pub pour ce film dans toutes les mosquées du coin, parce qu'il voulait attirer les musulmans pour aller voir son film dans un cinéma assez miteux de Hollywood, et il voulait les attirer pour qu'ils puissent les photographier et les ficher. Personne n'est venu d'ailleurs, il n'a pas vendu un seul billet, et le film a été montré en premier devant une salle quasi vide. Alors, bon, totalement minoritaire du côté américain, avec un autre type, ça vous l'avez vu à la télé, qui a passé plusieurs mois en prison pour fraude bancaire, c'est un escroc. Personne n'a été payé. Le perchiste essaie de se faire payer depuis, il essaie d'obtenir son solde, et il n'arrive pas, et il raconte sur le tournage que tout le monde qui tournait ce film était totalement nul sur le plan professionnel. En plus, bon, ce film, autrement dit, c'est un déchet, c'est rien ce film. Mais de l'autre côté, naturellement, cet imam égyptien qui le montre à la télévision, lui aussi, il veut tirer quelque chose personnellement et sur le plan religieux et sur le plan fanatique, il veut galvaniser ses troupes avec quelque chose comme ça en le présentant comme étant la pensée de l'Amérique.
Et juste une note pour terminer, ce film qui a galvanisé effectivement les foules au Pakistan, mais qui étaient ces foules? Le Pakistan est un pays qui est à 95% sunni. Et les émeutes étaient le fait de deux groupes, encore très minoritaires au sein des 5% qui sont chiites. Donc, de part et d'autre, c'est ultra minoritaire. Alors bon, on pourrait aller plus loin en disant effectivement la civilisation arabe, qui est une grande civilisation, mais qui n'a aucune tradition des Lumières telles qu'on les connaît en Europe et aux États-Unis. Pour moi, c'est un grand problème. Je crois qu'il faut le reconnaître et se dire comment on peut surmonter ça. Parce que je suis absolument pour la liberté de parole, y compris de fous. Parce que, comme disait John Stuart Mill, c'est à travers la réfutation de l'erreur qu'on arrive à la vérité. Et donc, je suis pour défendre la liberté d'expression et je suis très premier amendement américain, etc. Mais je comprends en même temps que des gens qui n'ont absolument pas cette tradition aient du mal à comprendre que l'on puisse défendre une parole offensante, offensive, et qui est une provocation voulue. Je comprends qu'on ait du mal avec ça, mais c'est tellement exploité, et c'est tellement maintenant, en France en particulier, vraiment, on ne peut plus parler que de ça, que c'est un peu épuisant de donner autant de place à cela. Alors, qu'est-ce que je peux dire? Si j'ai 2 minutes, je dirais pour sortir de la crise, nous avons toutes les techniques qu'il nous faut. On sait ce qu'il faut faire. On sait qu'il faut séparer les banques. Il ne faut pas laisser les banques d'investissement et les banques commerciales ensemble. On sait, en tout cas moi je crois savoir, qu'il faut socialiser les banques, c'est-à-dire avoir des banques publiques qui sont un service public et qui sont gouvernées non seulement par l'État, mais par leurs clients, par leur personnel, etc. C'est pour ça que je dis socialiser et pas nationaliser. On sait qu'il faut une taxation internationale. Tu as toi-même travaillé avec les autres attaques du monde pour obtenir une taxation financière. On sait qu'il faut taxer le CO2, on sait qu'il faut annuler la dette du Sud, mais contre des plans, par exemple, de réafforestation ou d'autres aides à une transition écologique. On sait faire la transition écologique, on sait faire tout ça. Techniquement, ce n'est pas un problème. Le problème, c'est évidemment les lobbies, et je retourne à mon début, c'est-à-dire l'industriel qui disait c'est ma liberté d'investir où je veux, pour faire ce que je veux, quand je veux, et sans rencontrer des entraves à travers la législation du travail ou écologique. Et maintenant, lui et ses semblables, dans ce que j'appelle la classe de Davos, est en train justement de détruire la législation du travail, ça les gêne, et la législation écologique, et ils ne veulent certainement pas aller plus loin que ça. Donc voilà ma réponse à ces 3 questions aussi intégrées que possible. C'est vrai que j'avais dit, je ne voulais pas connaître les questions à l'avance. Voilà, merci.